d'être là avec nous aujourd'hui à ce mercredi Startup, un webinaire bimensuel dédié à l'écosystème de Startup, aux entrepreneurs, aux acteurs de soutien de l'écosystème. On a l'honneur et le bonheur d'avoir une troisième fois. Je pense que Luc, tu es notre star, notre vedette depuis le début. Tu étais présent à notre première édition. À la première édition de ce webinaire, donc en mars, durant le début de la pandémie. Tu es revenu ensuite pour faire l'annonce de mesures durant la crise et tu es aujourd'hui avec nous donc pour discuter d'un nouveau programme soutenu par la Ville. Très heureux de t'avoir avec nous, Luc, encore une fois. Merci de ton intérêt pour l'écosystème startup et les entrepreneurs. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué de ta part. Puis je suis content de t'avoir ici encore une fois pour parler de ça. Il y a un sujet qui est quand même chaud aujourd'hui, c'est la collaboration grande entreprise et start-up. Donc, Luc, je te laisse la parole. Pourrais-tu nous faire un petit mot d'intro, puis parler ensuite du programme que tu veux présenter? Bien, tout d'abord, merci de l'invitation et de me permettre de parler directement aux entrepreneurs. C'est toujours un plaisir pour moi. La dernière fois, j'étais avec la mairesse et on discutait du plan de relance, comment on voyait un peu les choses dans le contexte de la crise, et crise sanitaire, mais aussi crise économique. Et un des éléments qu'on voyait, c'est la pertinence ou l'importance et le rôle fondamental que pouvaient jouer les startups dans des propositions de solutions innovantes qui pouvaient aider les grandes organisations, les plus grandes entreprises à faire face à la crise. Dans le contexte actuel où quand on est en situation difficile, souvent le réflexe des entreprises, c'est de réduire leurs investissements, de diminuer leurs risques et de faire appel à des entreprises émergentes. Bien, ça peut être perçu comme étant un risque supplémentaire. Et c'est pour ça que nous, je suis très content là, de vous le présenter aujourd'hui. On annonce un programme justement pour soutenir cette collaboration entre des startups innovantes, là, des jeunes pousses en émergence et des grandes entreprises, donc en rendant 500 000 $ disponibles pour soutenir l'offre, en fait. Donc, et d'une certaine manière, soutenir l'offre et réduire le risque de l'entreprise de faire appel à une startup parce qu'on propose de financer des projets pour un maximum de 50 000 $ qui couvrirait 50 % des dépenses. Donc, je vais vous le présenter plus en détail, mais l'idée pour nous, c'était vraiment de faciliter cette rencontre-là entre des startups et des entreprises qui ont besoin en subventionnant une partie de l'offre qui diminue le risque pour l'entreprise et qu'on espère qu'il va être un début de relation. Des fois, ça va être un premier gros client et c'est ça qui va faire que la startup va pouvoir après soit aller chercher d'autres clients ou consolider sa relation d'affaires avec son partenaire dans le cadre de ce projet-là. C'est l'idée. Tu veux que j'aille maintenant plus un peu en détail? Oui, mais avant d'aller dans le détail, tu sais, parle-moi de ce qui est derrière la motivation de créer un programme comme ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire ça? Tu sais, parce que nous, notre côté, c'est quelque chose sur lequel on pousse depuis déjà 2 ans. On a monté 4 programmes de notre côté de collaboration grande entreprise start-up. Et ça a vraiment un bénéfice direct aux entrepreneurs. C'est d'avoir un client majeur local qui achète local, tu sais, puis qui achète de start-up local. Parfois, c'est même un premier client. Ça donne un coup de pouce, puis ça augmente, ça accroît la valorisation de la start-up là, du jour au lendemain. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une initiative qui est à saluer. De votre côté, qu'est-ce qui vous a amené à pousser cette mesure-là puis de la lancer? En fait, il y avait 2 éléments. Il y en a un qui est une façon de soutenir les entreprises. Donc, en mettant un programme comme ça, on soutient des entreprises en émergence. On a fait toutes sortes de programmes. On en a fait pour le commerce, on en a fait pour les salles alternatives. Et on voulait aussi soutenir les startups en émergence à Montréal, donc de maintenir l'activité. Et on pense que les grandes entreprises ou les grandes organisations ont besoin d'innovation. Absolument. Et dans le contexte actuel, comme je disais, des fois, on va le voir comme un risque où on veut
on veut diminuer notre risque, et nous, en subventionnant une partie, bien, on pense qu'on dérisque un peu le projet pour la grande entreprise, ce qui fait qu'il y a une option intéressante, ça vaut la peine de l'essayer, notamment parce qu'il y a une partie qui est subventionnée, puis on pense qu'une fois que le match va être fait, bien, que ça risque de bien marcher. Et ça va être aussi dans le portfolio de la startup, bien, elle va avoir un premier gros client, puis après ça, bien, ça va l'aider, on l'espère, pour développer ses affaires. Oui, puis il y a un effet multiplicateur, c'est que le 25 000 que vous mettez là-dedans, le 50 000, il va donner lieu à un potentiel de revenu qui est beaucoup plus grand. Puis ensuite, la génération d'emplois. Tu contribues directement. C'est vraiment une subvention qui s'applique directement à la création d'emplois. Donc, chapeau pour ça. Puis, peut-être à ce moment-là, même, peut-être nous parler du programme en soi, plus en détail, comment il va être octroyé, c'est quoi le... Puis je sais que ce que j'ai entendu, c'est que c'est assez simple comme procédure. Donc, peut-être nous parler de la procédure puis comment ça a été simplifié pour les entrepreneurs. Oui, OK. Si tu veux, on a fait un beau PowerPoint. Peut-être qu'on pourrait juste vous le transmettre puis vous le rendez disponible après si les gens veulent le consulter parce qu'il y a des détails d'information. Donc, ça me fait plaisir de te l'envoyer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on peut financer jusqu'à un maximum de 50 000, puis on ne veut pas dépasser 50 % de la valeur du projet. Donc, ça peut être des projets très importants sur lesquels on va jusqu'à 50 000, ça peut être des plus petits projets dans lesquels on met la moitié. Donc, ça, c'est un élément important à considérer. On considère start-up moins de 5 ans. L'entreprise, elle doit être en démarrage. Si jamais elle est encore en démarrage, ça fait plus que 5 ans, il faut juste qu'elle nous l'explique, là, parce qu'on s'adresse vraiment à des entreprises en démarrage, les petites. Puis pour les grandes, bien, on calcule à partir de 50 employés. On considère que c'est une plus grande entreprise. Donc, l'idée, c'est une plus petite qui se matche avec une plus grande. On a voulu l'orienter sur... On veut que le projet ait un impact sur la collectivité. Donc, on l'a enligné un peu transition écologique, mais avec une vision quand même assez large de transition écologique. Ça peut être autant sur la qualité de vie, sur l'environnement. On a ciblé certains secteurs, donc toute la question du système alimentaire. On sait qu'on a eu des enjeux là, pendant la pandémie. On a mis divertissement tourisme qui est en pleine crise en ce moment à Montréal. On a la question du commerce, la logistique. On va avoir un projet tout à l'heure qui va être discuté, qui touche justement ça, la logistique urbaine, qui touche à des enjeux qu'on a qui sont très importants, l'économie circulaire, le commerce, je pense que j'en ai parlé. Donc, on a ciblé, et vous allez l'avoir là, sur le PowerPoint, des secteurs qui sont pour nous prioritaires. Ensuite, on le fait, pour que ce soit simple, on le fait en entrée continue. Donc, il y a sur le PowerPoint, il y a même le nom de Simon Descaries, il y a son adresse courriel, donc c'est facile. Oui, c'est direct. C'est direct. Oui. Donc, contactez Simon et si vous avez des questions, des informations, ça va se passer comme ça. J'en connais un qui va être occupé dans les prochaines semaines, non? Voilà. Donc, dans les critères, là, c'est vraiment, on est sur le potentiel de croissance de l'entreprise. Là, pour l'entreprise, il faut qu'il y ait, c'est une vraie entreprise là, qui est créée, matriculée, qui a au moins 2 employés à temps plein. Là, donc, on a mis quelques balises de base là, très simples. On va se baser sur la qualité du projet, les retombées pour la collectivité qui sont importantes, qui vont être nos principaux critères. Puis on a 500 000. Donc, à un moment donné, les projets vont être alloués. Et ça prend, à la start-up, ça y prend une entreprise partenaire. Ça peut être une grande organisation aussi, ce n'est pas nécessairement une entreprise. Donc, c'est ça les grandes lignes là, que je te dirais. Là. Puis, excellent, excellent. Puis, je sais que le processus est assez rapide aussi. Peut-être nous parler ça, c'est un aspect bien clé pour les entrepreneurs, la façon de procéder à ces demandes-là. On me dit que c'était assez fast-track. Donc, oui, j'essaie de retrouver ma réponse sur une des diapos, mais il me semble que c'est 30 jours. C'est ça. C'est ce que j'ai entendu. C'est ça qu'on t'a dit? Oui. Ah oui, c'est ce que Simon me dit. Donc... Simon te l'a dit, c'est lui qui le sait. C'est lui qui va garantir le délai de livraison, mais tant mieux. Ouais. Et toi, de ton côté,
sais, cette collaboration. Là, on va parler du projet Colibri, qui est un exemple de collaboration grande ville, start-up dans le domaine de la livraison décarbonée, qui est vraiment génial. J'ai hâte de parler de ça. Toi, les secteurs, c'est quoi les secteurs que tu vois, hormis ceux qui sont affectés? Bon, il y a évidemment le tourisme, le commerce local. Qu'est-ce que tu vois autre comme secteur qui vont être pertinents pour ce genre de programme-là? Qu'est-ce que vous aviez en tête là, dans les secteurs Ouais. privés? Je les ai nommés un petit peu tout à l'heure, mais il y a toute la question de l'alimentation, le système alimentaire. On veut aller vers un système alimentaire plus durable. Le premier ministre du Québec parle même de plus en plus d'autonomie alimentaire. Donc, comment on est capable de changer les pratiques pour éviter le gaspillage, distribuer l'alimentation locale, produire davantage localement? Donc, ça, c'est un secteur qu'on a identifié. Le tourisme, évidemment, est en difficulté. Le commerce de détail, on a mis en place, un peu inspiré évidemment du projet Colibri, là, un système de livraison pour les commerces pendant la période où tout était fermé. Là. Donc, très, très rapidement, on a mis en place quelque chose avec beaucoup d'efforts, mais de manière assez artisanale. Système D, pas de moyens. Là, donc, c'est intéressant, mais on veut aller plus loin. Donc, je pense qu'il y a des enjeux là, importants, là, logistique, transport, alimentation, tourisme, commerce de détail, comment on encourage l'achat local, la vitalité de nos rues commerciales. À Montréal, c'est quoi l'avenir de ça dans un contexte où les gens achètent de plus en plus en ligne, donc on est capable de les aider à acheter en ligne, mais local. Donc, c'est ça c'est le genre de préoccupation qu'on a, là, on est très réceptif à des projets qui vont dans ce sens-là. Ben, écoute, c'est super. Moi, ça fait le tour des questions que j'avais par rapport à ce programme-là. Je trouve que la ville va dans le bon sens. Vous êtes à l'écoute, encore une fois, je te l'ai dit la deuxième fois que tu es venu à notre webinaire. Je le redis aujourd'hui, vous êtes à l'écoute, vous voulez soutenir l'entrepreneuriat à la mesure des moyens de la ville. Là, vous n'avez pas des milliards à déployer durant la crise, mais 500 000 de façon ciblée comme ça, moi, je trouve que c'est de l'argent de l'État qui est mis à la bonne place parce que c'est de l'investissement direct dans la création d'emplois puis dans le soutien de startups locales qui ont besoin de clients. Les entrepreneurs, ils cherchent soit un investisseur, soit un client, puis du talent pour les aider à livrer leur projet. Fait que je pense que moi, je suis très, très content de cette initiative-là. C'est certain qu'on va la promouvoir beaucoup. Là, je vais m'assurer que l'équipe prenne ta présentation. Je te confirme que c'est 30 jours. Hein? Donc, c'est 30 jours. Parfait. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment génial. Il y a un lien qui a été mis ici vers la présentation également. On va le communiquer par après à l'ensemble de la présentation à l'ensemble de nos abonnés, à nos infolettres, puis au programme webinaire. Donc, ta présentation, on va la diffuser pas mal là, auprès de la communauté. Et puis, ben, Simon, je ne sais pas si tu écoutes, mais bon courage, tu vas avoir pas mal d'appels. C'est certain que ça, c'est un investissement direct pour un entrepreneur qui vaut la peine, qui amène de la valeur. Donc, Luc, encore une fois, peut-être un petit mot de la fin, comme je fais d'habitude. Je te laisse un petit mot avant de quitter, à moins que tu souhaites rester dans le panel avec José, Michael et Clément. Donc, à toi de... Oui, je vais écouter un petit bout encore, mais je veux juste te remercier encore et remercier Bonjour Startup pour l'organisation de ces différents événements-là. Je te remercie aussi pour tes bons mots parce qu'effectivement, on essaye, avec les moyens qu'on a, d'avoir des mesures ciblées qui répondent à des besoins réels, qui soutiennent directement les entreprises. Donc, nos efforts et la pertinence de cette mesure. Puis, j'invite toutes les startups à soumettre des projets et à continuer parce que pour la relance de Montréal, on a besoin de vous. Donc, on ne lâche pas, on continue. Merci. Merci, Luc. Simon, j'ai vu que Simon a mis le lien là, vers la présentation, fait qu'on est en business. Merci encore, Luc. Donc, j'inviterai José, Michael et Clément donc à se connecter en vidéo et en son également. Donc, très content de vous avoir ici pour parler d'un projet Colibri, qui est un projet pilote
Donc, je vous présente rapidement Josée Chiasson, directrice de la mise en valeur des pôles économiques Ville de Montréal, Clément Sabourin, cofondateur de Courant Plus, et Michael Brard, conseiller en mobilité urbaine chez Jalon Montréal. Donc, ici, pour parler du projet Colibri, je te donnerai la parole, Josée, pour un peu dresser la table sur l'ambition du projet, puis comment vous en êtes arrivé là. Allons-y, parce que c'est un exemple de collaboration, grande organisation, start-up qu'on trouvait bien pertinent, surtout dans l'axe donc de la mobilité urbaine et de la livraison. Donc, je t'écoute, Josée. On t'écoute. Merci, Patrick. Merci. Ça me fait plaisir d'être ici avec Michael et Clément pour en parler. En effet, c'est un projet, la livraison urbaine, puis Luc en parlait, c'est une priorité pour nous, que ce soit performant à Montréal, mais aussi dans un axe de transition écologique. Donc, on insiste beaucoup sur les vélos cargo, les véhicules décarbonés. Ça fait déjà quand même depuis 2018 qu'on est très actif sur le sujet parce que pour la santé économique de Montréal, ça prend un transport des marchandises performant sur le territoire. Puis nous, on s'est donné l'ambition de soutenir l'industrie, travailler vraiment en étroite collaboration avec l'industrie pour créer le marché puis les opportunités d'affaires. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là. Puis, il faut se le dire aussi, dans les quartiers centraux, la densité, il faut prendre soin de la cohabitation avec les usagers, vraiment améliorer le cadre de vie. Donc, c'est vraiment les objectifs à très haut niveau là, qui entourent ce projet-là. Donc, avec Jalon, qui est un organisme là, spécialisé en mobilité durable, puis Michael pourra en parler un peu plus en mobilité intelligente. La Ville, on veut aussi se donner cet organisme qui va venir créer l'écosystème, créer les projets d'innovation avec le milieu. Puis, ça a été pour nous, là, on a fait plein de travaux depuis le départ avec Jalon, là, des études, en fait. On faisait des études pour dire qu'est-ce qui serait pertinent pour Montréal. Puis, les vélos cargo, les petits véhicules, ça faisait vraiment partie des choses qu'on devait miser dessus, puis qu'on le voyait dans les autres villes. Mais, il faut se le dire, les gens, ils croyaient peut-être pas tant que ça au départ, que ce serait performant. Puis là, l'hiver, puis là, bon, on aura des expériences peut-être cet hiver encore plus, mais il y avait comme une perception sur la réelle efficacité de ce moyen finalement de livraison. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là où on a décidé de foncer. On était en processus d'acquisition de l'îlot voyageur. Là, vous voyez, c'est où, là, au coin, sur Berry. Donc, un emplacement quand même très stratégique en termes de proximité des quartiers centraux et du centre-ville. Et on s'est dit, pourquoi pas combiner un projet d'occupation transitoire. Le projet de redéveloppement de l'îlot, ça va prendre encore du temps. Il est en train de se réfléchir en ce moment. Puis on s'est dit, bien, faisons un projet d'occupation transitoire et permettant de faire de ce lieu-là un lieu, un hub, un mini-hub, le premier finalement mini-hub en logistique urbaine. Les seules conditions, nous, qu'on mettait, c'était que ce soit des véhicules, des vélos ou des petits véhicules décarbonés. C'est à partir de là qu'on a confié le mandat à Jalon là, de mobiliser l'écosystème. Puis je passerai peut-être la parole justement à Michael ou Patrick si tu as des questions aussi avant d'enchaîner. Mais c'est vraiment pour nous la mobilisation de l'écosystème puis le travail que Jalon a fait avec à la fois les startups, mais aussi des grandes entreprises comme Purolator qui fait partie aussi de notre projet. L'écosystème, oui. Exactement. Donc, il y avait vraiment, puis nous, ben, on voulait mettre les conditions gagnantes pour être capable de favoriser parce qu'on y croyait à ce marché-là, puis on voulait vraiment mettre les conditions pour soutenir l'évolution finalement en fait, le développement de ce marché. Puis là, ben, Clément pourra en parler parce que je pense qu'il y a eu quand même un beau momentum avec le démarrage de son entreprise. Oui, puis parlons du projet Colibri comme tel, Michael. Donc, comme projet pilote, là, puis justement, les objectifs du projet, comment vous avez mis ça en branle, surtout dans la pandémie, là, pas un contexte évident. Donc, on t'écoute. Le projet, il date de 2019 et on pourra voir comment il traverse la pandémie. Le point de départ, c'était bien donc, de la recherche de solutions face aux enjeux de logistique. On découvre, entre guillemets, avec l'écosystème, une solution potentielle qui est d'associer un entrepôt urbain
avec des véhicules légers type vélo cargo. Et puis là, on a l'opportunité de la ville qui nous dit « j'ai un bâtiment, je peux vous le prêter ou vous le louez pas cher », entre guillemets. Et le principe, c'était d'aller chercher des entreprises qui étaient prêtes à innover. Donc nous, on a fait le travail d'organiser un petit peu tout ça et de donner cette opportunité. Et on a à la fois des grandes entreprises comme Puro qui ont innové et des entreprises qui sont créées comme Courant Plus, et puis aussi des petites entreprises qui ont pu vraiment mettre un coup d'accélérateur. Et le principe, c'était de regrouper ces gens-là à un endroit, de pouvoir tester le transbordement de camions vers des vélos cargo. Puis la dimension projet pilote pour nous, Jalon, il est d'abord de voir si cette pratique, elle fonctionne. Si elle fonctionne au niveau économique et productivité, et si elle fonctionne au niveau environnement. Et finalement, l'exigence qu'on a eue vis-à-vis de ces entreprises, c'est qu'elles partagent leurs données. Donc, elles acceptent de s'asseoir autour de la même table, elles acceptent de partager leurs enjeux, leurs douleurs, et elles acceptent aussi de nous donner leurs données. Donc, on est capable de dire globalement quel gain de productivité fait une entreprise en utilisant ces vélos cargo. Et donc, on va être aussi capable de défendre cette idée et de montrer pourquoi est-ce qu'il faut soutenir cette activité et pourquoi est-ce que cette activité elle est à la fois bonne pour les rues et pour l'environnement, mais aussi bonne pour ces entreprises-là. Donc, c'est vraiment ce côté catalyseur, on va le dire quand même, de notre rôle là-dedans. Donc, avec les moyens, la ville donne des moyens, nous, on les utilise, on va chercher des entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu et qui vont se battre dans l'arène avec ces petites règles de jeu-là qu'on essaie de donner. Oui, forme de coopétition qui s'est mise en place. Clément, peux-tu nous parler pour ta part là, de ton expérience dans le projet pilote? Oui. Ce qui était marrant, c'est que quand Colibri a été ouvert, Courant Plus démarrait, mais après genre 2-3 ans de montage de plan d'affaires, de financement, et en fait en lançant Colibri, vous avez la ville a un peu validé notre modèle qui était de dire que nous on croyait à la logistique urbaine axée sur des hubs décentralisés, des micro-hubs. Donc déjà, il y a un peu une validation de la thèse d'investissement. Et ensuite, il y avait le fait que la ville venait, un acteur institutionnel de premier plan comme la ville venait mettre un stamp, un label de crédibilité sur un modèle logistique qui peut être encore vu par certaines personnes comme un délire de babacool, de hippie. Et c'est pas anodin parce qu'on a trouvé des clients, et je peux les nommer par exemple Essilor, qui est le plus gros fabricant canadien, le grossiste canadien de verres de contact, de toute la lunetterie, qui sous-traite pour énormément d'entreprises de lunetterie, vous seriez surpris. Bref, eux, ils sont venus nous voir parce qu'ils ont entendu parler ils ont vu le projet Colibri, ils sont allés sur le site de Jalon, ils ont découvert tout ça, et là, après, ils disent, là, ils ont fait le tour de toutes les entreprises qui étaient partie prenante du projet. Ils ont tous analysé. Et après, ils ont fait leur choix. Mais bref, parce que tout d'un coup, il y avait un acteur de premier plan qui venait de dire, nous, on valide, on encourage ce type de logistique innovante. Tout d'un coup, il y avait des gens qui… c'était plus facile, je pense, pour les personnes qui étaient déjà conquises par ce type de logistique, d'aller convaincre leurs supérieurs ou les grands décideurs. Parce que c'est comme ça, en fait, en général. Tu vas toujours trouver dans une organisation des personnes, enfin dans les organisations clientes, je veux dire, il y a toujours des personnes qui sont favorables à l'innovation, au changement, à la transition écologique, mais il va y avoir toujours plein de leviers à faire débloquer pour que le changement se mette en œuvre, pour que le client dise je vais passer de mon transporteur classique au pétrole à un transporteur innovant qui est peut-être un peu plus jeune, mais qui a une belle promesse. Et comment on fait ça? Pour se faire lever ces obstacles, la validation du concept par un acteur comme la ville a été vraiment déterminant, c'est sûr. Après, ce qui a été beau, c'est que non seulement ça a validé le concept, mais ça a mis autour de la table toutes les parties prenantes. Les autres livraisons en vélo, maintenant, il y a quand même… déjà, à Montréal, ce n'est pas nouveau, la livraison en vélo. Les messagers, je ne sais pas où je l'apprends, ça a toujours été dans le paysage. Et c'est la livraison de colis à vélo qui est plus récente, avec des vélos cargo propulsés à l'électrique. Tous les acteurs majeurs de ça, que ce soit l'énorme Purolator, je pense, et Michael, je ne veux pas dire bêtises, mais Purolator, ils ont annoncé l'année dernière 1 milliard d'investissements au Canada dans ça en général sur 3 ans, quelque chose comme ça.
Donc, il y a les gros comme Purolator et les tout petits comme nous et les autres entreprises de livraison écologique qui sont réunis autour d'une table de concertation pour échanger et créer. Et donc, tu as parlé, Patrick, tout à l'heure de coopétition. C'est vraiment ça le projet Ah Colibri. oui, ouais. C'est ça qui a permis notamment de déployer quelque chose de complètement nouveau pendant la pandémie pour offrir une solution aux commerces locaux. Parce qu'on était déjà assis autour de la table. Puis, José, pour revenir à toi, là, comment tu t'es impliqué dans ce projet-là, le rôle de la ville pour faire arriver ce pilote? Ben, Parle-nous un en peu de fait, ça. nous, on est là pour… en fait, on a créé le projet déjà de rendre de l'occupation transitoire dans un bâtiment comme l'îlot voyageur, qui est un bâtiment quand même désuet, on va se le dire. Il y a des défis techniques à être capable d'accueillir les activités de façon transitoire en attendant le projet. Donc, on a été capable, avec l'arrondissement Ville-Marie, qui est un joueur aussi, ça a vraiment été un travail d'équipe aussi à la Ville avec les services de la gestion et de la planification immobilière. Donc, il y a eu ce service-là de rendre le mini-hub disponible, donc l'espace physique. Ensuite, c'est vraiment de travailler avec l'écosystème, de rassembler les joueurs. On a eu des discussions avec Purolator, donc d'être capable vraiment de rassembler finalement l'écosystème, d'y croire, puis de pousser les gens à venir embarquer avec nous dans ce projet-là. Donc, c'est vraiment un leadership, je dirais. C'est sûr qu'au niveau financier, ben, on soutient Jalon. Jalon soutient aussi l'écosystème. Donc, indirectement, c'est le soutien aussi qu'on apporte à l'écosystème. Et si on y va plus loin avec la phase COVID, là, on s'est vite mobilisé parce que la force du projet Colibri s'est déployée où on a livré un service d'urgence lors du confinement, en fait, en avril. Et là, on permettait aux commerces et les sociétés de développement commercial aussi, qui sont des acteurs clés au niveau des artères commerciales, d'être capables de se mobiliser aussi rapidement. Donc, c'est vraiment une question de travailler avec les partenaires, puis de venir y croire, puis de notre côté, de pousser, d'enlever les bâtons qu'on peut avoir, parce que c'est sûr qu'on innove, c'est des choses qu'on n'a jamais fait. Il y a plein d'imprévus, il y a plein de défis auxquels on doit faire face. Mais on est toujours à trouver des solutions. Puis là, c'est sûr qu'on travaille très fort avec la situation actuelle. On retombe en code rouge. Donc, on veut absolument être capable de déployer et d'aider l'écosystème à déployer un service qui va être disponible finalement pour l'ensemble des commerçants de l'agglomération de Montréal. Tout ça, ça prend des plateformes technologiques, ça prend de l'intégration parce que l'objectif, c'est la mutualisation. Donc, le mot compétition prend vraiment son sens parce qu'on va être capable d'avoir une rentabilité économique des entreprises et les commerces vont être capables d'avoir un coût abordable s'il y a une mutualisation et une optimisation finalement des circuits de livraison. Là. Puis nous, on tire aussi des bénéfices parce que ça veut dire moins de camions, plus de colis par véhicule. Puis justement, ce qui me mène à penser, par rapport aux résultats du pilote, est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Ça a été dans combien de quartiers, combien de temps, combien de livraisons, combien de commerçants? Est-ce qu'on peut parler un peu de chiffres par rapport à ce projet-là? Je laisse la parole. Je vais prendre Michael, le relais. vas-y. Oui. Donc, d'une part, projet Colibri, juste pour les petites infos, là, on est en train de monter à 3000 livraisons de colis par semaine et on vise 5000 livraisons de colis par semaine depuis l'îlot voyageur, donc vraiment pour le projet Colibri. Projet Colibri qui couvre les flux de colis qui rentrent dans la ville de Montréal, disons-le, qui sont ensuite livrés en vélo. 5000 colis par semaine, là, on commence à pousser un petit peu les murs. Et ce n'est pas anecdotique par rapport au volume de Purolator, par exemple. Là, on commence à parler de quelques pourcentages de tous les colis montréalais qui sont livrés en vélo. Sur maintenant le projet de livraison qu'on a mis en place en avril et en mai, on y a laissé beaucoup de sueur parce que mettre en place tout un nouveau système en l'espace de 2 semaines, mais ça a seulement été possible grâce à cet écosystème qu'on avait monté. On avait la confiance des gens de la ville, on avait les transporteurs et des gens qui roulent avec nous. Et à ce moment-là, on a livré en 2 mois 8000 colis. On a aidé plus d'une centaine de commerçants.
Et finalement, on les a aidés au sens où on faisait des livraisons le jour même, là où Post Canada pouvait afficher à ce moment-là des 2 semaines ou des 3 semaines de délai. Et puis on livrait le jour même à des tarifs qui étaient inférieurs à ceux que prendrait du Uber ou autre qui ferait ça en voiture. Et ça, on a réussi à le faire, justement, comme disait José, parce qu'on a mutualisé, on a consolidé. Et c'est bien là tout l'enjeu actuellement, c'est qu'il faut mutualiser des infrastructures, il faut mutualiser de l'espace, il faut mutualiser de la capacité, et il faut accepter de ne pas toujours se faire la guéguerre dans un secteur donné, parce que c'est plus efficace pour tout le monde de ne pas forcément se faire la guerre. Et même pour les commerçants en bout de ligne, ça revient moins cher. Et là, tout l'enjeu en fait, de la logistique, qui est vraiment un domaine à part. Voilà. Je voulais juste ajouter un point sur la notion d'innovation. Je m'interrogeais là, justement sur est-ce que c'est plus compliqué d'innover pour transformer des pratiques qui existent déjà ou d'innover en créant des nouvelles choses? Parce que la livraison, ça se fait depuis 50 ans de la même manière. Et là, quand même, on est en train de dire à des transporteurs qu'il faut accepter de casser la chaîne logistique en deux, de perdre du temps à débarquer des colis, à les réembarquer dans d'autres véhicules. Et tout ça doit quand même être plus efficace que la manière classique qu'on fait depuis 50 ans. Donc là, il y a quand même un sacré boulot à faire de l'innovation dans la transformation de pratiques traditionnelles. Absolument. Et on n'a pas le choix si on veut faire la transition écologique de nos villes, de nos territoires et de nos industries. Oui, absolument, absolument. Puis toi, de ton côté, Clément, ton expérience comme start-up dans le projet, puis particulièrement dans ces 2 mois là, durant la pandémie, comment tu as vécu ça? Puis est-ce que les résultats pour toi ont été probants? Oui, bah c'était d'un point de vue économique, c'était probant parce que c'est sûr que comme tout le monde, mi-mars, on s'est posé la question est-ce qu'on ne devrait pas fermer la business et attendre que ça passe et voir. Finalement, on a fait le choix de continuer à servir et de plus que jamais servir les commerces locaux. Ça a été un peu payant. Mais surtout, ce qui a été payant et probant, je pense, c'est qu'il y avait plein de commerces locaux que tous, moi ou mes concurrents, on avait essayé d'approcher et qui avaient toujours été un peu sceptiques par rapport à la livraison à vélo cargo. Et là, la preuve a été faite aussi bien pour les commerçants, pour les SDC, même pour les grands médias, que la livraison en vélo cargo électrique dans les quartiers centraux de Montréal était la plus adaptée d'un point de vue logistique ou économique. Donc, genre, c'est juste la preuve de concept qu'on a pu faire de manière en temps réel au moment où on était frappé par un énorme choc qui secouait parce que ça, le truc, toutes les chaînes d'approvisionnement étaient plus capables de gérer. Et nous, les petits transporteurs, on n'avait aucun retard. On engageait, Ah oui. aucun retard. Et alors, c'est sûr qu'on est plus agile de par notre taille à la base, mais aussi de par notre organisation qui fait que nous, à la base, on est construit pour faire de la logistique urbaine le même jour ou le lendemain, de manière écologique. Et bref, la démonstration en temps réel a été quand même assez plaisante, montrer que quand Post Canada prend 3 mois pour livrer un petit colis, nous, on ne change pas nos horaires. C'est ça. En 1 ou 2 jours, tu as ton colis à moindre coût. Puis là, il faut s'attendre à quoi là, avec Montréal qui passe en code rouge là, pour les prochaines semaines? Comment vous Je voulais envisagez juste ça? parler pour Courant Plus. Déjà, on voit qu'il y a plus de volume. Clairement. Déjà. Clairement. Vous le voyez déjà, hein? Ouais. Ben, nous, c'est clair que je pense que, puis on a échangé, puis là, je déborde avec le volet commerce, mais l'achat local a pris tout son sens, là, puis on a plein d'initiatives comme le panier bleu, puis tout ça. Donc, je pense qu'il faut réitérer cette importance de soutenir nos commerces à travers cette période qui s'en vient. Ça passe par un virage numérique. Donc, en parallèle, on offre aussi des soutiens aux commerçants à faire ce virage numérique parce que c'est quand même un autre corps de métier, là, des briques et mortiers versus vendre en ligne, être organisé en termes de chaîne logistique. Pour ça, c'est tout un défi pour eux. Donc, la priorité, je pense qu'au niveau pour soutenir ça, il faut continuer à soutenir le virage numérique, accompagner les entreprises et en parallèle, trouver une plateforme où on est capable d'intégrer ça dans une infrastructure performante pour la mutualisation. Là. Donc,
c'est de travailler vraiment à trouver ces solutions-là pour être capable de déployer là, à l'échelle de l'agglo, le service de livraison, et finalement des opportunités d'affaires pour des entreprises comme Courant Plus, mais c'est aussi des opportunités pour les commerces. Donc, tout le monde est gagnant là, au final. Puis, juste nous rappeler que c'était dans combien de quartiers? C'était quoi le territoire du pilote? En fait, le projet Colibri, puis Michael, tu compléteras, mais le Colibri, c'était vraiment à l'îlot. Donc, c'est vraiment pour la desserte vers les quartiers centraux. Et le projet COVID, en fait, on était dans plusieurs arrondissements. Puis là, Michael, je te laisse aller là, pour les nommer. On couvrait tout le plateau, Villeray, jusqu'à Verdun, Ontario, Hochelaga, et puis Petite Bourgogne, Annecy, Masson. Annecy, Masson. Oh, quand même. Oui, ça couvrait large. C'était pas... Tout le quartier du Canal. Ouais, non, c'était vraiment tout le centre de Montréal, sud-ouest. Et pour quelqu'un comme Jalon, juste pour conclure là-dessus, nous, on a beaucoup appris par juste cette initiative et qui nous permet justement de renforcer la compréhension du besoin des commerçants pour les mois qui viennent. Parce que les commerçants, ils ont la tête dans le guidon, ils n'ont pas le temps d'anticiper. Et justement là, on passe en mode rouge, en zone rouge, et en plus de ça, on a le pic des fêtes qui arrive. Donc la charge va être énorme, personne n'est capable de vraiment l'anticiper. Et on se doit finalement d'anticiper un petit peu pour le marché aussi, parce que les gens sont incapables de savoir quel va être leur volume dans les semaines et les mois qui viennent. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment de se mailler serré et de tisser serré l'écosystème pour être capable de tenir. Puis on va espérer que vous allez être capable de monter en échelle pour pouvoir soutenir la demande parce que nos commerçants vont en avoir besoin. C'est vraiment une initiative qui vient aider directement nos commerces locaux. Donc, bravo pour ça. Je vous félicite pour ces résultats, pour cette collaboration de l'écosystème de la livraison urbaine décarbonée. Donc, José, Michael, Clément, merci d'avoir participé à l'entretien. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vais passer maintenant la parole à Samer. Au revoir. Ciao. Bonjour, Samer. Merci, au revoir. Au revoir, José. Salut. Hey, bonjour, Samer. Comment ça va? Ça va pas mal, toi? Oui, ça va très bien, très bien. Je suis content de t'avoir avec nous, Samer, aujourd'hui. Tu es non seulement un entrepreneur à succès, mais aussi un membre impliqué dans la communauté Startup montréalaise. Tu es membre du CA de Montréal Inc. Tu es impliqué également chez Investissement Québec, si je ne me trompe pas, au niveau de l'investissement, le comité régional. Tu es impliqué aussi dans la communauté dans son ensemble par rapport à des causes que tu estimes importantes. Donc, je vais vouloir parler de l'entrepreneur au sens large, l'entrepreneur impliqué qui est Samer. Puis, je suis content de t'avoir parmi nous. Je sais que tu es quelqu'un de très éloquent. Je t'ai vu parler à la soirée Montréal Inc. L'an passé. Tu m'as fait bien rire. C'était excellent. Donc, commençons par toi. Parlons un peu de Samer, l'entrepreneur, puis ensuite d'Explorance, qui est une entreprise qu'on connaît pas énormément à Montréal, qui gagne à être connue. C'est une de nos scale-up à Montréal. Je crois que ça fait plus de 10 ans que vous êtes en existence, une croissance à l'international. Fait que impressionnant. Parle-nous de toi. On veut connaître Samer, l'entrepreneur, puis après ça, on va parler d'Explorance. Parfait. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. C'est ça, Explorance, c'est une compagnie, ça fait beaucoup plus que 10 ans. Je l'ai fondée en 2004, disons. Et mon but, c'était vraiment de bâtir une entreprise où il n'y a aucune différence entre comment on roule notre vie personnelle et notre vie en affaires. C'était important pour moi de s'assurer que j'ai une vie, pas une double vie. On s'est concentré sur tout ce qui est relié à la rétroaction, le feedback, et s'assurer que ce soit un étudiant ou un employé dans leur acheminement de vie, ils sont écoutés et que leur feedback peut les aider à s'améliorer. C'était ça l'idée à la base. Quand j'ai démarré la compagnie, je l'ai démarré avec un aspect international du premier jour. Nos premières ventes ont été en Hong Kong, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Arabie Saoudite, en France, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on a moins que 0,2% de nos revenus qui
proviennent du Québec, ce qui fait qu'on n'est pas aussi connu. Et je pense que c'est une lacune qu'on essaie de combler avec le temps parce que ça serait bien d'être fort chez soi. On sert proche de 750 organisations. On se vise, normalement, c'est toujours les grandes entreprises. Alors, on travaille avec le tiers des Fortune 100, 25% des plus grandes universités globalement, dans le domaine qu'on couvre. On est 250 employés aujourd'hui. Notre croissance en moyenne, c'est depuis que j'ai fondé Explorance Organique, c'est de 38% par an en moyenne. On a fait une acquisition d'une compagnie aux États-Unis. J'aime faire les choses à l'inverse un peu de ce qu'on fait normalement ici. Et une compagnie qui était presque plus grande que la nôtre. On a terminé l'acquisition, on l'a intégrée. Et ça fait que le côté inorganique, on a presque augmenté dans les dernières 2 années de 250% nos recettes. Et on continue. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. On n'a aucun investisseur institutionnel. C'est une autre chose que je voulais insérer. Le but qu'on peut bâtir quelque chose avec 55 000 $ que j'avais au départ. Aucun investissement externe et on est toujours sans... Autofinancé. Oui. Autofinancé. C'est fantastique. Puis je dis souvent aux entrepreneurs à qui je parle que c'est sûr que c'est super d'avoir l'investissement d'un VC pour accélérer. Ça dépend des secteurs dans lesquels tu opères. Des fois, c'est clé d'avoir un VC qui rentre, qui donne la vélocité. Mais tu es dans un secteur où tu as été capable d'avoir cette vitesse de croissance sans avoir à te diluer. Donc, j'ai souvent, l'autofinancement, c'est probablement le meilleur financement que tu peux aller chercher. Donc, bravo pour ça. Tu es capable de monter ça pendant 16 ans sans l'apport externe. Tu es seul fondateur, si je comprends bien, donc, de ta business, right? Oui, et je pense, pour moi, c'est la business au monde. J'ai aucune ambition de legacy dans ça. Mais c'est vraiment la valeur créée qui est importante pour moi. C'est plus la pérennité. Pas pour moi, mais pour la compagnie. Il y a tellement eu, on dit qu'il n'y a eu aucun investisseur, mais j'ai eu une bourse de la Fondation Montréal Inc. en 2005. J'ai eu Investissement Québec qui nous ont donné des prêts. On a eu BDC qui nous ont donné des prêts, la CNRC qui sont investis en nous. Il y a beaucoup de gens qui ont sacrifié de la communauté pour qu'Explorance existe. Et je trouve que c'est ma responsabilité de s'assurer que si on se concentre sur la valeur créée, je vais m'enrichir, veux ou veux pas, c'est fait. Mais l'important, c'est de s'assurer que la valeur qu'on a créée reste ici, reste forte, reste en croissance et reste sous contrôle. Et il y aura peut-être un passage à des VC ou des choses comme ça, mais à nos termes, ce qui sera intéressant. Puis toi, donc tu dis un passage potentiellement. Est-ce que c'est une issue possible de faire un IPO à terme? Oui, tout est possible. Honnêtement, c'est toujours voir c'est quoi la meilleure valeur possible d'une action future. Ça peut être, on va acquérir encore plus et croître, contenu organique, être acquis, recevoir un investissement, aller en IPO. C'est plus vraiment toujours à chaque étape de regarder, à chaque palier, regarder et dire c'est quoi la meilleure décision en ce moment pour la compagnie, pour l'écosystème et pour le futur. Et ce qui est cool, c'est que j'ai jamais parti ça avec un but spécifique. Je trouve dans la vie, si on a des buts tangibles, il y a 2 choses qui peuvent se passer. On est certain de les atteindre et on est ennuyé. On est certain de ne pas les atteindre et on est démoralisé. Alors, on est intangible. On oscille entre l'ennui, oui. Hein? La démoralisation. Et démoralisation. C'est pas sympathique, ça. Mais parle-moi. On est là. Si on veut considérer ça, on n'est pas trop loin, on serait à 1 an de ça. OK, quand même. Et tu sais, parle-nous un peu de ta clientèle, puis comment tu es passé au travers de la crise. Est-ce que ça a impacté ta business auprès de tes clients? Comment ça s'est passé? Oui, j'y crois fortement que la meilleure défense dans la vie, c'est l'attaque. Et c'est sûr que quand COVID a frappé, on a tous eu peur. Right? Il faut imaginer les worst case scénarios. Moi, j'ai pris comme référence les États-Unis durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont accéléré la production quand tout allait mal. Et quand le monde est revenu à la normale, ils sont déjà
20 ans en avance. Alors, ma première réaction, c'était on veut nous concentrer sur les opérations. On ne veut pas faire de layoffs. On a pris 10% de coupure collective par anticipation, pas parce qu'on en avait besoin. On a redirigé beaucoup de personnes qui normalement ne seraient pas utiles en temps où la commercialisation est affectée. On les a redirigés vers les opérations. En 6 mois, on a augmenté notre NPS, notre Net Promoter Score de 31 points. Parce qu'on s'est concentré sur les produits, sur l'innovation, sur le futur, sur les, etc. Mais mon observation a été quand il y a une crise, notre cible, parce que nous, c'est les grandes compagnies et les universités, elles sont plus résilientes que les SME. Ils sont tellement préoccupés à s'assurer que le travail à distance ou les études à distance se passent bien, qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre pour l'acquisition de technologies. Alors, même si on peut leur proposer quelque chose qui est mieux, qui peut leur sauver d'argent, quoi que ce soit, ils sont dans une place où on est tellement préoccupé juste que ça fonctionne. Ce concert est assez intéressant. Je pense que nous, c'est plus la phase 2 ou la vague 2 où ils vont commencer à faire des acquisitions. Ils vont dire, OK, maintenant, nos employés sont à distance. On ne peut plus nous permettre de faire un sondage d'engagement une fois par an pour les employés. Là, il faut accélérer les communications avec les employés, avec les étudiants. Il faut que ça se fasse littéralement à la semaine, sinon au jour. Alors, ça fait que l'expérience est importante. La rétroaction va être importante. Alors, mon pari, c'est que ça va être très intéressant pour le futur et on s'investit pas mal dedans. Alors, on est préparé avec les solutions, le marketing et tout. Et les 2 choses qu'on peut contrôler, c'est de s'assurer que nos clients ne nous quittent pas et que nos opérations soient plus optimales. Alors, disons qu'on a naturellement créé une profitabilité qui est de loin meilleure que nos estimés avant COVID, mais on a atteint des chiffres de revenus qui sont moindres, comme on s'attendait parce que ça nous a enlevé beaucoup de notre pipeline. Oui, oui. Alors, il y a du positif. Je pense un jour, on va regarder en arrière et dire c'est bien pour une compagnie qui fait une grande croissance continue de prendre une petite pause et de se concentrer. Mais même avec là, on a fait peut-être 20% à l'année, c'est pas un 38%. Mais notre profitabilité, elle a fait un 200%. So, et pour le bénéfice des auditeurs, Samer, peux-tu juste définir en quelques mots l'offre de services et de produits? Vous avez produits et services oui, pour que les gens comprennent. Là. Oui, c'est surtout des produits. On est une compagnie de produits maintenant. Avec l'acquisition qu'on a faite, on productise aussi de la connaissance dedans. Et les produits qu'on a, c'est des produits que les universités vont installer pour mesurer l'expérience de l'étudiant à chaque événement, que ce soit les services étudiants, que ce soit la qualité de l'enseignement, de l'apprentissage, etc. Alors, c'est des sondages automatisés qui se connectent sur le cycle de vie d'un étudiant ou d'un employé, des sondages de sortie, d'engagement, de compétences, etc. Ouais. Et notre but, vraiment, c'est d'aider ces organisations de faire que tout ce qui est opérationnel est automatisé à 100% et qu'on leur donne les outils dont ils ont besoin pour faire les bonnes décisions. OK. Fait que tu as une récurrence de revenus. Oui, c'est du pur SaaS. Oui, on est à 85, sinon 90% SaaS. SaaS. Puis c'est des ententes annuelles, pluriannuelles, j'imagine. Oui, on cherche ça. C'est des ententes de 3 à 5 ans normalement et on facture au début de l'année parce que c'est de large enterprise. Absolument. Il y a un autre sujet que je vais aborder avec toi qui est fascinant, c'est la culture de l'entreprise chez Explorance. Tu es parti avec cette idée-là en tête d'avoir une vie avec pas de disconnect, pas de comment on dit ça, de dissonance cognitive entre chez soi et au travail. Et ça se traduit par des politiques internes assez avant-gardistes, là, puis assez... je dirais, il y a beaucoup de startups qui veulent l'appliquer, le mettre en application, qui ne l'ont pas fait encore, qui n'ont pas osé. Parle-nous un peu de juste la politique de vacances. Je trouve ça intéressant. Puis tu as fait un post sur LinkedIn là-dessus à un moment donné, hein, l'autonomie, puis la prise de décision que j'ai bien apprécié. Donc, parle-nous un peu de ça. OK, absolument. C'est ça. Ce qui s'est passé, je pense, c'était en 2013 que je l'ai fait. Il y a une de notre contrôleuse, elle m'appelle le 26 décembre
pour me dire qu'il y a 2 employés qui ne sont pas au boulot, mais ils n'ont jamais soumis leur fichier de time off. Et ça m'a frappé qu'on est en train de perdre notre temps à faire la police et nous attendre que les gens doivent planifier quand est-ce qu'ils vont tomber malades, quand est-ce qu'ils vont faire ça. Mais en ce même moment, c'était une compagnie où on travaillait 50 à 70 heures par semaine. Donc, j'ai senti qu'il y a un problème de réciprocité entre employeur et employé, où on veut en prendre, mais pour le reste, il faut compter. Alors, dans ma tête, je n'ai pas aimé ça. Alors, littéralement, au début de janvier, je suis venu ici, j'ai amené tous les managers, tous les employés. J'ai dit, dorénavant, chaque employé peut prendre le temps off qu'il veut. Votre manager ne peut pas dire non. Et s'ils veulent dire non, ils vont venir à moi et je ne veux pas leur permettre. Et c'était le début de Culture of Free Will qu'on avait introduit. Et le but, c'est de libérer l'entreprise, libérer l'employé, juste leur faire confiance. Qu'au fond, les gens sont toujours, si on les traite, comme on dit, c'est une vie. Que ce soit au travail, on a le droit d'avoir des enfants, de conduire, de faire tout ça, mais au travail, il faut que quelqu'un nous donne la permission de prendre une journée off. Et ça a fonctionné. Il y a un élément que je me rappelle, un de mes VP m'était venu en ce temps, il m'a dit, ta politique de vacances, elle est nulle. Et je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que j'ai 5 employés en support et il y a 4 de ces 5 qui veulent prendre du temps off en même temps. Et je ne peux pas leur dire non. Je lui ai dit, tu sais, c'est quoi qui est nul? Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, ton leadership. Parce qu'ils avaient bien géré. Ils auraient eu la conscience de gérer entre eux. Oui, entre eux. Ça ne s'est jamais arrivé après ça. Alors, j'y crois fortement. Et le but, c'est, tu as besoin de temps off, tu le prends. Nobody's counting. Personne ne va te réprimander. Juste sois responsable. Pense à tes collègues, pense à tes clients and figure it out. On a enlevé tout ce qui est administratif côté managérial. Ah oui, fait que tu as moins d'overhead de ce côté-là. Tu as une équipe qui est plus responsabilisée, qui a plus d'ownership sur ces décisions-là. C'est fantastique. Fantastique. Vraiment. Puis, et ça fonctionne. On est à 250 là. Et ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Wow. Écoute, si jamais je rencontre des entrepreneurs qui se posent la question, je vais les rediriger vers toi pour voir comment tu l'as implanté. Parce que c'est dans le nitty-gritty après que ça se vit. C'est comment tu gères les chevauchements. Tout le monde veut partir en juillet en vacances. Comment tu gères ça? Puis une personne qui part 8 semaines, c'est pas tout le monde qui va vouloir le faire, mais à un moment donné, tu vas avoir un outlier qui va le faire. Fait que, oui. Mais les abuseurs sont les mêmes. Moi, ce que j'ai découvert, les gens qui abusaient de la politique, c'est les gens qui abusent du manque de politique. Oui. C'est comme si tu mets les lois et les gens qui vont briser la loi ou maximiser. Tu ne changeras pas la personne. Absolument. Absolument. Il y a un autre sujet, il nous reste quelques minutes. Puis j'ai vu un de tes posts, puis je me suis dit, pendant le Black Lives Matter, tu as fait un post quand même assez fort sur cette question-là. J'aimerais entendre l'entrepreneur responsable qui pense à sa communauté. Donc, parle-nous un peu de ça, là, de ta conviction par rapport à la diversité. OK. Moi, j'ai une approche un peu différente. Naturellement, je fais partie du groupe de diversité, si on y pense un peu. Et ma philosophie, c'est que il faut régler les problèmes à la base et non par des quotas. On veut dire, c'est comme si on va à McDonald's, on choisit, on veut ça et ça et ça pour compléter un meal. Okay? Mon but, c'est plus une diversité qu'on atteint d'une façon organique et donner de droits à n'importe qui, que ce soit un animal, un humain, n'importe qui vit. Le droit de base, c'est une bonne vie et une mort sans peur. Moi, je regarde ces 2 éléments clés pour moi. Absolument. Absolument. C'est quand même des déclarations fortes, là, tu sais. Oui, parce que j'y crois et je regarde l'expérience. La diversité, c'est notre force clé. Et tout est naturel. On ne fait pas un effort de dire on veut l'enrichir. Et je pense que si on veut libérer ce problème, surtout aux États-Unis plus qu'au Canada, c'est dans l'éducation et c'est dans la réhabilitation des prisonniers. Parce qu'il y a un manque d'équité totale dans la structure de la population hispanique et noire aux prisons aux États-Unis, par exemple, qui ne représentent pas la population. Il y a des éléments qu'on croit et qu'on pose comme cause, c'est l'éducation, l'entrepreneuriat au féminin, la réintégration des prisonniers dans la vie au travail et le bien-être des animaux domestiques. Alors, normalement, on ne va pas éviter les sujets difficiles. On va en parler et je pense, comme vous dites, l'exemple
de ce qui passait avec George Floyd, veut ou veut pas, c'était quelque chose qui était flagrant. N'importe quelle personne qui aurait regardé la vidéo va comprendre beaucoup de ce qui se passe. Et je pensais le devoir de le faire. En plus, on a la moitié de nos employés, la moitié, on a une soixantaine de nos employés aux États-Unis. Okay. Et je pensais qu'ils avaient besoin d'une voix et d'un CEO qui serait un peu moins politiquement correct et un peu plus honnête et intègre. C'est super vraiment. J'aurais aimé ça avoir plus de temps avec toi, Samer. On se dit à une prochaine fois. Merci d'avoir participé à notre mercredi Startup. Je te souhaite bonne chance pour la suite, puis vers un IPO, qui sait, en 2021. Donc, merci encore, Samer, et bonne fin de journée. Je vais terminer sur un petit mot rapide. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Donc, 30 septembre, l'édition dans 2 semaines, le 14 octobre, nous aurons comme invité Ethan Song, ex-cofondateur de Frank & Oak, et Xavier Henry, donc le PDG de District 3, qui vient de faire l'annonce d'un biohub majeur à Montréal. Donc, dans 2 semaines, c'est un rendez-vous. À la prochaine. Au revoir.